Né d'une collaboration entre 4 étudiants du master de l'INSEP, Parapodcast, série de podcasts sur le sport paralympique, met en lumière des héros extraordinaires qui repoussent sans cesse leurs propres limites pour inspirer le monde entier. Dès à présent, plongeons ensemble dans un océan d'histoire où la volonté de se surpasser atteint des sommets inimaginables. Les athlètes paralympiques incarnent l'esprit indomptable du dépassement de soi, transformant chaque défi en une occasion de se transcender. Bienvenue dans Parapodcast. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Olivier Langlois qui est un sportif de haut niveau en tennis fauteuil. Olivier a 41 ans, il est classé 7e français et 61e mondial aujourd'hui. Bonjour Olivier, je te remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui, c'est un immense plaisir de t'accueillir parmi nous. Bonjour Lucas. Olivier, peux-tu te présenter, nous parler de ton histoire personnelle, ce qui t'a amené jusqu'à la pratique du tennis fauteuil? Tu es libre de nous parler de ton parcours de vie, on t'écoute. Eh bien, écoute, Lucas, pour moi, ça a été assez tardif pour mon parcours de tennis fauteuil parce que j'ai commencé finalement il y a que 2 ans et demi. J'ai un profil assez sportif parce que j'ai commencé par faire des études en tant que stapsien. Et en parallèle, j'ai obtenu mon diplôme d'état de tennis pour donner des cours. Après avoir obtenu ma licence STAPS, j'ai bifurqué sur finalement l'enseignement du tennis. Et puis ça fait depuis l'âge de mes 18 ans que j'enseigne en club. Donc j'ai un parcours un peu atypique parce que l'enseignement de club, c'est mon quotidien aussi. Et c'est mon gagne-pain parce que aujourd'hui, bien que je sois 60e joueur mondial aux alentours, en tout cas, ça ne me permet pas de vivre de ma passion en tant que para-athlète. Donc j'ai entre-temps eu mon diplôme d'état supérieur et donc voilà, j'ai découvert assez tard que j'étais éligible pour le tennis fauteuil parce que j'ai la particularité d'être marchand. Et j'ai appris que récemment que j'avais le droit de jouer en fauteuil au niveau international. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cet accident? En fait, tu étais valide de base, tu pratiquais donc le tennis depuis un moment. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quand et pourquoi tu as commencé à pratiquer le tennis et nous parler donc de cet accident qui est survenu plus tard, c'est ça? Oui, exactement. En fait, si tu veux, j'ai commencé le tennis à l'âge de 11 ans en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et donc, j'ai une carrière, en somme toute, respectable. Je suis monté jusqu'à 5-6, j'ai perfé jusqu'à 2-6. Et si tu veux, en janvier, le 7 janvier 2007, suite à un footing de récup, mon genou, suite à une chute en fait, en forêt, mon genou plie dans l'autre sens. Et donc, j'arrache un peu de tout, notamment le nerf sciatique, qui m'empêche aujourd'hui de relever le pied à droite, parce que ça a une fonction un peu motrice et puis sensitive. Et du coup, je n'ai plus ces sensations-là. Donc, je marche avec une orthèse. Et donc, je fais partie de ces gens qui ont un handicap invisible depuis cette date-là, parce que si tu me vois en jean, en jogging, tu vois pas que j'ai un handicap. Et donc après, à partir de là, j'ai essayé de rejouer un petit peu debout, mais le chirurgien m'a vite fait comprendre que c'était prendre des risques et que je pouvais pas continuer à m'engager, bien que j'ai ce handicap. C'était dangereux pour le travail qui avait été fait sur mon genou. Donc j'arrive à marcher, mais c'est plus possible pour moi de m'engager physiquement dans le monde des valides, quoi. Donc du coup, après plusieurs années, tu vois, à l'aube de mes 39 ans, après le Covid, du coup, en me renseignant un petit peu sur le handicap, j'ai été chercher l'info, parce que je voulais le développer dans sein de mon club. J'ai su comme ça que j'étais éligible. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et puis pour mon niveau valide avant et mon niveau para-athlète maintenant. D'accord, donc finalement, tu as découvert ça un peu tard. Oui, très tard, parce que si tu veux, dans nos différentes formations au sein de la Fédé, c'est un domaine qui prend de l'ampleur maintenant, mais pour lequel il y a encore plusieurs années, on n'était pas spécialement formé pour ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, au sein de la Fédé, si tu veux, t'as une formation qui est en parallèle pour la formation continue, si tu veux, pour venir à chercher de la compétence dans ce domaine-là. Et ça n'est pas inclus au sein même du diplôme d'État.
ou même du diplôme d'état supérieur, hein, mais du coup, tu étais obligé de venir te renseigner un peu plus par toi-même, et je pense que ça pourrait être un secteur bien mieux développé, voilà, comme d'autres handicaps d'ailleurs, sourds et malentendants, c'est un peu la même chose également, mais ça gagnerait à être plus connu pour que d'autres para-athlètes se joignent à nous, tout simplement pour qu'on vienne densifier cette pratique. Bien sûr, il y a encore énormément de progrès à faire là-dessus. Et toi, personnellement, comment tu gères ton handicap dans la vie de tous les jours? Donc, tu as dit que c'était un handicap invisible. Est-ce que tu portes quelque chose qui te permet de tenir toute la journée ou parle-nous un peu de ça. Bah, écoute, effectivement, bon, aujourd'hui, 80% des personnes qui ont un handicap ont un handicap invisible. Mais ça n'est pas un pourcentage que tu retrouves, si tu veux, sur le circuit. Tu retrouves plutôt l'inverse, tu vois, beaucoup plus de joueurs en fauteuil. Et donc, si tu veux, moi, mon quotidien, il est assez simple. J'ai une orthèse. Cette orthèse, elle me permet de maintenir mon pied dans une position qui fait que j'arrive à marcher et à me mouvoir à peu près normalement, même si mon handicap est lié plutôt à mon genou, hein, puisque mon nerf sciatique a été sectionné au niveau du genou, mais il court jusqu'en bas de la jambe. Et donc, mon quotidien, il est fait que j'enseigne malgré tout, j'arrive quand même à être sur un terrain de tennis pour donner cours sur les soirées de club ou certaines journées comme le mercredi et samedi. Donc pour moi, j'ai un handicap qu'on dit un petit peu plus faible par rapport aux autres. Un handicap quand même, hein, mais en effet, il y a d'autres para-athlètes qui sont beaucoup plus touchés, notamment au niveau des abdos. Et c'est vrai que voilà, on a deux catégories, une open, une quad. Moi, je suis dans la catégorie open. Et donc voilà, c'est un peu pour te dire que mon quotidien il est handicapant, mais voilà, pas plus que ça. En tout cas, j'arrive à faire énormément de choses de la vie quotidienne. Et est-ce que tu peux nous parler donc de ces deux catégories que tu viens de citer et peut-être rappeler pour nos auditeurs quelles sont les différentes règles en tennis fauteuil et bien qu'est-ce qui diffère des règles qui existent en tennis valide? En fait, si tu veux, par rapport, déjà, je vais commencer entre le tennis valide et le tennis fauteuil. Le tennis valide, bon, je pense que tout le monde connaît un peu les règles, on a vu à la télé. Le tennis fauteuil, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont différentes. Tu dois être maintenu dans ton fauteuil, donc sanglé, et tu as le droit à 2 rebonds. C'est vraiment les grosses caractéristiques, la grosse différence, si tu veux, entre les deux. Après, sur les deux catégories open et quad, les catégories open, c'est un handicap, mais la catégorie quad, t'es un peu plus touché, si tu veux, physiquement, et donc on parle en points. Les 4 points, si tu veux, c'est les membres, les différents membres, et en fonction du degré de handicap qu'est le tien, que ce soit sur des maladies liées au musculaire, ou ça peut ne pas être que le moteur, ça peut être plusieurs choses si tu veux, hein, mais du coup, derrière, on va attribuer un nombre de points, et en fait, quand tu vas être lourdement handicapé, avec un gros déficit de puissance et de coordination, tu vas être plutôt dans une catégorie quad. Donc parfois, tu vois des joueurs qui ont des difficultés de préhension, donc ils strappent la raquette à la main pour pouvoir jouer. Donc toi, tu vois, tu vas dans des handicaps qui sont encore plus difficiles pour te mouvoir et puis pour pouvoir jouer au tennis. D'accord, et encore plus précis. Ouais. Au fil des années, tu as fait le choix de cacher ton handicap invisible et de pas forcément en parler ouvertement. Aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, tu es désormais prêt à en parler, à assumer pleinement cette condition physique. Pourquoi tu le cachais et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus facile pour toi d'en parler peut-être? Écoute, en effet, je l'ai caché longtemps parce que quand j'avais repris un petit peu dans le monde du valide après ma blessure, j'avais fait un tournoi pour me prouver que j'étais capable de revenir parmi les valides. Et en fait, j'avais eu quelques remarques sur 2 matchs avec 2 personnes différentes qui m'avaient valu en fait de l'avoir très mal vécu. Parce que bon, tu sais, le joueur de tennis parle vraiment à voix haute. Cette particularité-là, quand il fait son langage interne, de le partager avec tout le monde.
Et effectivement, j'avais entendu des réflexions désobligeantes, notamment liées à mon handicap en plein match. Donc si tu veux, ça m'avait un peu, comment dire, ça avait été un peu difficile à ce moment-là parce que voilà, je m'étais dit, attendez, hein, c'est le premier match que je joue, putain, c'est déjà je reçois ce genre de réflexion, mais qu'est-ce que ça va être derrière, quoi. Donc en fait, bon, je m'étais un peu arrêté de jouer parce que du coup, tu te mets en short quand c'est comme ça pour jouer, donc les gens voient ton orthèse, donc du coup, ça avait eu un effet où je me cachais de tout ça et je voulais qu'on voit de moi la personne que j'étais réellement et pas le fait que j'étais Olivier qui avait un handicap, quoi. Donc, depuis ce temps-là, j'étais tout le temps en jean, tout le temps en jogging, tout le temps à le cacher. Et puis on me reconnaisse moi pour voilà, la personne que j'étais, pour les valeurs que j'avais. Et voilà. Et quand j'ai appris mon éligibilité en fauteuil, si tu veux, là, il y a 2 ans et demi, grâce à Aurélie Somariba, enfin surtout Jean-Pierre Limborg, hein, au sein de la Fédé, qui m'avait expliqué que j'étais éligible. Bon, j'ai eu 3 semaines, un mois où ça a été dur de me mettre dans le fauteuil. Puis, en fait, au final, Pauline Desroulèdes, Aurélie Somariba et puis d'autres personnes du comité des Yvelines, que je remercie d'ailleurs, hein, pour leur accueil, m'ont dit que bah voilà, ça faisait partie de la personne que j'étais. Et du coup, je l'ai assumé, j'en ai fait vraiment une force et tu vois, aujourd'hui, je le revendique un peu plus parce que toute cette introspection que j'ai fait sur moi-même, grâce au tennis fauteuil, j'ai envie de la partager parce que ce partage va me permettre peut-être à d'autres personnes de se dire bah ouais, bah en fait, pourquoi pas moi, quoi. Et c'est en révélant ce handicap que bien sûr, tu encourages à la sensibilisation, la discussion autour de ces handicaps invisibles et que tu participes évidemment à l'inclusion des personnes en situation de handicap de manière générale. Et du coup, comme tu viens de dire, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner, par exemple, à une personne en situation de handicap pour qu'elle arrive à accepter celui-ci, à en faire une force comme toi, tu as pu le faire dans le tennis, dans ton sport? Bah écoute, en effet, si tu veux, bon, tu parlais tu vois, je fais pas mal d'interventions dans les collèges, lycées, les écoles pour voir en fait, si tu veux passer un message assez simple, c'est que quand il t'arrive quelque chose, quel que soit ce qui t'arrive d'ailleurs, tu vois, quand c'est quelque chose de désagréable comme ça, voire handicapant en tout cas pour moi, pour ma part, c'est d'essayer de se sortir de ces soucis-là par le haut en fait. Et c'était sous mes yeux, mais je refusais peut-être un peu de le voir et en fait, au final, tu vois, ce quotidien qui est le mien est difficile parce que je cumule un peu de métiers quelque part, tu vois, celui de club, celui de joueur para-athlète. Donc c'est dur de mener les deux de front, mais quelque part, quand t'es là, ton expérience, c'est d'aller à l'étranger, c'est d'aller jouer des matchs auprès d'autres joueurs, de voir d'autres cultures, de voir d'autres manières de fonctionner, de voir des personnes qui sont encore plus en situation de handicap que le tien. Bah, en fait, si tu veux, tu t'apprends à relativiser, t'apprends à voir les choses un peu autrement. Donc, quelque part, oui, j'encourage les gens à aller faire ça parce que, en fait, c'est pas un quotidien qu'on a l'habitude un peu d'entendre, si tu veux. Là, on est vraiment pas dans une niche, mais en tout cas dans le côté fauteuil, où bon, c'est pas développé comme ça peut l'être, ça pourrait l'être déjà. Il y a une grosse potentialité. Et puis derrière, bah, c'est vrai que j'encourage les gens à le faire parce qu'au final, ils s'aperçoivent que tu en tires beaucoup plus de bénéfices que de contraintes. Ouais, ça t'a permis de vivre de nombreuses expériences, des expériences magnifiques en voyageant, comme tu l'as dit. Oui. Ça, c'est top en plus, quoi. Ah ben, de toute façon, c'est pour ça que j'encourage les gens à le faire. En fait, tu vois, en tant que valide, j'ai eu un niveau de jeu. Bon, seconde série, bon, tu joues correctement, mais en tout cas, tu vis pas des émotions comme tu pourrais vivre comme moi là sur le circuit ITF. Et donc, j'avais pas vu tout ça. Et grâce à mon niveau tennistique d'avant, bon, qui a certes n'a pas été exceptionnel, hein, mais en tout cas, j'ai pu en très peu de temps monter assez vite au classement, même si par contre la grosse difficulté pour moi, comme tu as pu l'entendre, je suis marchand et j'ai pas un quotidien en fauteuil. Et donc, c'est là où j'ai une vraie marge de progression, si tu veux, c'est le fait de manier le fauteuil un peu mieux que ça encore et de gagner en mobilité, ouais.
Et comment ça se passe au niveau de ces fauteuils? Chacun a son propre fauteuil? Parce que j'imagine que le coût doit être conséquent. Ouais. En fait, si tu veux, en fonction de ton handicap, ton fauteuil, il est adapté. Il est adapté à ta pathologie, il va être adapté à ton style de jeu aussi. C'est pour ça que tu n'as jamais qu'un fauteuil lorsque tu joues ta carrière, et tu le fais évoluer quand même sans cesse, hein, dans les réglages déjà d'une part, et puis d'autre part après dans une expertise et une ingénierie qui est encore plus poussée par la suite pour essayer d'optimiser un peu ta performance. Donc en fait, tu rachètes en moyenne un fauteuil, t'en as un tous les 4 ans, de ce que je perçois, moi, avec ma faible expérience, pour un petit peu plus, mais en fait, comme tu évolues tout le temps dans ton jeu, et puis du coup, ça a des interactions parce que c'est un sport mécanique, hein, donc du coup, si tu veux, le prix d'un fauteuil comme le mien, on est sur de l'ordre entre 8 à 10 000 euros déjà, tu vois. Donc c'est un coût supplémentaire par rapport à ce que tu peux avoir comme coût pour ta saison, et notamment sur les voyages à payer pour aller jouer les tournois internationaux. Ouais. Aujourd'hui, tu es prof de tennis donc depuis de très nombreuses années. Est-ce que tu as toujours entraîné des valides ou entraînes-tu aussi des sportifs en tennis fauteuil? Écoute, c'est un milieu qui est un peu convenu, le tennis fauteuil, donc c'est pas développé à un point où même dans ta ville, les gens ont le réflexe de venir taper à la porte de ton club pour essayer le tennis fauteuil dans ton club, quoi. Donc moi, depuis mes 18 ans, j'ai toujours entraîné des valides. J'ai passé ma formation pour entraîner d'ailleurs en tennis fauteuil, hein, donc je suis tout à fait apte à pouvoir le faire. Et puis maintenant, avec mon expérience en tant que joueur aussi, je saurais tout à fait le réaliser, hein, j'adorerais le faire d'ailleurs. Et en fait, non, si tu veux, c'est très peu développé, donc c'est aussi à nous de transmettre ce message-là et d'aller chercher peut-être au sein des centres de rééducation ou au sein d'autres institutions, peut-être le renseignement qui permettrait de faire encore plus découvrir le tennis à des potentiels athlètes, hein. De leur montrer qu'ils peuvent s'entraîner de cette manière, qu'il y a des entraîneurs qui sont formés pour cela. Bien sûr. Et il y a tout à faire, hein, donc il y a tout à faire, mais bon, encore faut-il qu'en termes de com et en termes de réflexes, on ait ces réflexes-là, et puis il y a beaucoup de choses à creuser. Il y a des modèles japonais, anglo-saxons qui là-dessus sont en avance sur nous. Et on le voit bien sur certains résultats. Tu vois des nations qui sont... Bon, nous, on est une nation forte quand même, hein, une place forte du tennis fauteuil, mais bon, en Hollande ou dans d'autres pays comme ça, comme le Japon ou autres, même les Anglais ont des très belles générations de jeunes. Tu sens que ils ont mis en place des rouages qui leur permettent d'avoir des jeunes en devenir qui arrivent et qui sont déjà très très forts. Ouais. D'accord, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. On en parlera dans la suite du podcast. Personnellement, est-ce que tu as remarqué des différences dans ta façon d'entraîner avant et après ton accident, ou absolument pas? Bien sûr. En fait, si tu veux, avant janvier 2007 et après, j'ai quand même fait presque 1 an et demi en centre de rééducation. Donc du coup, j'ai développppé des aptitudes mentales, tu vois, qui me permettent un peu enfin, je me sers un peu de ça, tu vois, pour l'approche mentale de la performance aussi, puisque ça a été quand même une véritable épreuve. Donc et ça crédibilise d'autant plus un engagement auprès de mes athlètes, parce que bon, c'est de leur montrer que malgré tout, bien qu'il y ait du handicap, tu peux quand même faire les choses. Donc ça met en relief pas mal de performances auprès des uns et des autres. Je sens que ça peut avoir valeur d'exemple. Tu vois, au sein de mon club, beaucoup me posent des questions, beaucoup me questionnent depuis que maintenant je le revendique un peu plus. Donc on part beaucoup d'échanges comme ça pour pouvoir un peu itérer des performances par la suite sur l'approche mentale notamment. Ouais, ça a cette vertu-là. Beaucoup plus depuis que j'ai communiqué dessus, si tu veux, tu vois. C'est cette force que tu as trouvée pour revenir sur le terrain, tu arrives à t'en servir avec tes athlètes. C'est exactement ça, en fait. Moi, tu vois, avant mon accident, j'étais persuadé que j'étais nul mentalement, quoi. Tu vois, et en fait,
c'est encore un domaine qui est très peu usité, pour lesquels les gens ont encore un peu du mal enfin, ils ont du mal à aller sur cette thématique parce que ils ont peut-être aussi peur de ce qu'ils peuvent y trouver, hein, de toute façon. Mais tu vois, toutes ces qualités d'abnégation, de courage, toutes ces vertus qui finalement, elles s'enseignent, elles se travaillent, elles se façonnent, tu vois. Et puis ces expériences de vie, ce développement personnel n'est pas assez abordé à mon goût par rapport à l'athlète que tu es, tu vois. On façonne toujours un sportif, mais on oublie, si tu veux, de le développer personnellement. Quand on écoute un Tony Nadal ou quand on écoute des personnes un peu inspirantes comme ça, euh, tu t'aperçois que quand tu cherches à développer l'athlète, moi-même je suis suivi, hein, au niveau d'une prépa mentale, tu t'aperçois que quand il arrive sur le terrain, il se sent quand même beaucoup mieux pour performer. Et donc non, moi je trouve que du coup cette introspection elle est géniale parce que encore une fois j'enclenche la vitesse supérieure grâce à Madame Garnier là qui évoque chez moi beaucoup de thématiques qui me permettent de lâcher prise, enfin bref, il y a un tas de choses qu'on met en place et je m'aperçois que tu vois, d'un point de vue performance, ça a un vrai impact. Donc l'athlète, il est aussi lié à qui il est, tu vois, profondément. Donc ouais, tout ça, c'était un domaine que j'avais pas perçu avant, si tu veux. Et qui pourtant est un domaine d'optimisation de la performance ultra important et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, surtout dans le tennis, qui est un sport que je trouve assez cruel mentalement et qui demande une charge émotionnelle très très forte. Disons que, tu sais, je pense que, moi, j'ai pas mesuré, mais je pense que 90% du temps, tu joues pas au tennis, hein. Donc, en fait, soit tu ramasses les balles, soit tu es au changement de côté. Puis finalement, je pense que quand tu regardes le temps de jeu que tu as, en plus en tennis fauteuil, c'est encore moins. En fait, je crois que la plupart du temps, tu te parles à toi-même. Donc, en fait, dans ce langage interne, c'est sûr que si la façon que tu as de te percevoir, elle est pas travaillée, elle est pas calée dans la manière de construire ta pensée, de construire ta performance pour aller chercher un peu plus loin encore et pousser un peu plus loin l'effort. Je pense que, en effet, si tu as une perception de toi-même qui n'est pas bonne, je pense qu'effectivement, c'est un combat c'est un double combat, hein. Personnellement, dans ta pratique, tu es entraîné par Fabienne Desplanques, donc, si je le dis bien. Ouais, et gros Jean Desplanques. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation avec ton entraîneur? Tu es aussi entraîné par un préparateur physique, on parlait aussi d'une prépa mentale. Est-ce que pour toi, la façon d'entraîner est différente de tes précédents entraîneurs lorsque tu étais valide ou pas forcément? Oui, j'ai une équipe qui est géniale. Déjà, je commence par ça parce que il m'entraîne dans toute la dimension qu'est la mienne. Donc bon voilà, peut-être aussi parce qu'il y a une ambition, tu vois, des Jeux paralympiques, mais si tu veux, déjà c'est très important, tu vois. Oui, c'est forcément différent parce que tes trajectoires de balles, d'un point de vue stratégique, ta technique, elle est quand même amené à évoluer par rapport au fauteuil parce que tu es 2 fois moins grand qu'un athlète classique. Donc, si tu veux, tu as des adaptations à avoir liées à cette spécificité de ce sport-là. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, en effet, là, on parle d'une équipe qui a déjà de l'expérience d'enseignement dans le paratennis. Donc, si tu veux, t'as pas énormément d'entraîneurs en France déjà qui ont cette expertise. Donc, et puis Fabienne, elle a été à Négat, elle a été longtemps un espoir du tennis français. Julien, c'est pareil, il a un profil identique. Donc, ce sont des personnes qui ont connu l'ambition, qui ont connu ce qu'était un quotidien à haut niveau. Du coup, je m'y retrouve complètement dans tout ce qu'ils peuvent m'apporter. Et voilà. Et puis dans les conseils et dans la direction qu'ils me donnent, je vois bien qu'au jour le jour, ça progresse. Donc, c'est génial, quoi. Donc, voilà. Puis Audrey Garnier, ça s'est fait un peu, pas par hasard, mais
J'ai essayé une fois, deux fois, putain, c'est génial, quoi, parce que du coup, je m'étais pas aperçu de tout le bien fondé que ça pouvait avoir sur la performance, mais voilà, voilà, je suis vraiment hyper content de cette structure d'entraînement. Je suis ravi d'y aller tous les matins. C'est un quotidien qui est pas évident parce qu'une fois que tu déposes les gamins, moi je suis du Val d'Oise, donc il faut que j'aille jusqu'à Feucherolles. Donc, donc si tu veux, t'as beaucoup de trajets, t'as beaucoup et j'ai plaisir à le faire parce que je vois bien que ça amène énormément de changements sur ma personne. Bien sûr, cette notion de plaisir est fondamentale, je pense, surtout dans la pratique du haut niveau. Donc, est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs ce qu'est une semaine type pour toi, à quelle fréquence tu t'entraînes et quel type d'entraînement tu fais? Écoute, tu vois, j'ai du bi-quotidien essentiellement. Bon, le mercredi, je m'entraîne pas parce que mon contexte club fait que le mercredi, je suis avec les enfants dans l'école de tennis, donc c'est compliqué d'intégrer des entraînements pour aller jusqu'à Feucherolles. Moi, le quotidien, j'ai deux enfants, donc je les dépose le matin à l'école. Derrière, bon, bah, je file direct à Feucherolles. Et je m'entraîne deux fois dans la matinée, voire trois fois même le vendredi d'ailleurs. Donc voilà, il m'arrive aussi le lundi de commencer même à 8 heures là-bas, donc ça me fait lever voilà, c'est tôt. Et là, pour le coup, c'est ma femme qui prend le relais pour déposer les gamins à l'école. Une fois que j'ai fini ces entraînements-là, boum, une douche. Et puis bon, derrière, j'enchaîne dans mon club pour aller donner mes cours et puis aller faire mon contrat un peu classique. Donc des fois, enfin, c'est pas des fois d'ailleurs, je termine à 22 heures le soir. C'est des journées très très musclées parce que bah, quand tu finis à 22, je suis pas chez moi avant trois quarts d'heure plus tard, quoi. Et derrière, c'est la douche, je mange, les mails à checker, tout ça. Puis bah, je te laisse imaginer que le sommeil est important dans ce genre de... Ah, et donc, voilà, donc j'essaie de mener les deux de front depuis 2 ans et demi. Bon, c'est pas évident, mais bon, voilà, faut du courage. Et puis je me dis qu'il y en a pour qui c'est encore pire, donc je me plains pas, j'ai plaisir à le faire. On va reparler de l'aspect un peu plus compétition. Aujourd'hui, tu es donc 61e mondial, on a dit en simple, et 48e mondial en double. On n'a pas trop parlé du double, mais voilà. C'est une pratique que tu réalises aussi. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ton palmarès sportif pour arriver jusqu'à ces classements, ce qui ne font d'ailleurs que progresser, d'après ce que j'ai compris? Ouais, bah écoute, en effet, je fais toujours un peu mieux à chaque fois, donc c'est ce qui est rassurant, hein, si ça vient valoriser un petit peu tout le travail entrepris avant. Écoute, moi, j'avais mes tout premiers championnats de France, j'ai fait 5e quand même, donc j'étais un peu fier. 5e français. J'ai fait 3 l'année dernière, donc je rentre sur le podium. Tu vois, alors qu'actuellement mon classement français est 7e. Donc bon, je suis double champion d'Île-de-France. Et puis j'ai quelques titres dans le circuit un peu secondaire, un peu plus en double en effet. Le double, voilà, en plus si tu choisis bien ton partenaire, bon, tu t'étais amené quand même à pouvoir aller chercher des points aussi plus facilement. Pour ma part, comme la mobilité de fauteuil était beaucoup à travailler, d'avoir juste un demi-terrain à courir, c'était parfait, tu vois. Ça me permettait d'être plus efficace. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, parce que j'ai un bon service aussi, donc tu vois, mon classement de double est voilà, un peu plus mis en valeur comme ça, un peu plus flatteur grâce à ces qualités-là. Bon, après, pour tout ce qui est titre, bon, les tournois nationaux, je les privilégie pas. Comme je dois adapter mon emploi du temps au quotidien, je privilégie surtout les tournois internationaux qui vont m'amener les points pour être de la partie aux Jeux, je l'espère, hein, des Jeux paralympiques. Oui, voilà. Tu vois, donc pour objectif, ces Jeux paralympiques de Paris, Ouais. pour cela, d'après ce que j'ai compris, il faut rentrer dans le top 4 français. Est-ce que cet objectif, il est toujours réalisable? Je l'espère. Comment tu comptes l'atteindre? Ouais, écoute, on est une grosse nation, tu vois. T'as Stéphane Houdet qui, bon, voilà, on ne présente plus. Il a un niveau encore incroyable à l'âge qu'il a. Voilà. Puis il a une telle expérience que, avec bon, Frédéric Cataneo qui tous les deux sont dans le top 20, donc derrière il reste 2 places. Et aujourd'hui, la qualif, elle se situe entre 20 et 25 mondiales. Donc, à voir ce que vont faire les autres joueurs, parce que ça va aussi être dépendant de ça, hein, et de leur capacité
à défendre leurs points. Peut-être que 25 mondiales peut suffire. Voilà, ça, tu sais, le tennis, c'est comment ça marche. Il suffit que tu sortes des performances sur des gros tournois pour tout de suite faire un bon classement. Donc moi, je mise surtout sur mon potentiel et puis les progrès à venir, si tu veux, pour être audacieux dans ma programmation à venir, parce que bon, tu t'en doutes, en même pas 3 ans, arriver à faire des Jeux paralympiques comme ça, en apprenant le sport complet, tu vois. Moi, il y a 2 ans et demi, je savais même pas comment fonctionnait un fauteuil. Donc voilà, c'est énormément de, tu vois, c'est dur comme ça en très peu de temps de pouvoir le faire. Il y a la place encore, hein, parce que j'ai encore 7 mois. Il y a la place pour le faire, et ça va dépendre de moi, un peu des autres, mais écoute, on verra à la fin. Ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir d'y être et d'en être. Après, je sais le chemin qu'il y a encore à parcourir, il est quand même encore long. Encore long, mais c'est encore atteignable et on espère que tu donneras tout. De toute façon, tu as encore 7 mois, comme tu dis, 7 mois, c'est très long encore. Donc, Oui. Surtout quand chaque entraînement est intense dans l'attitude et dans l'envie, tu vois. Donc 7 mois, c'est court, mais ça peut quand même te laisser du temps pour avoir énormément de progrès quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc et à quel moment tu t'es fixé cet objectif? Dès que tu as commencé le tennis fauteuil ou c'est survenu à un autre moment? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? en fait, si tu veux, il est lié en fait à l'approche du handicap, tout simplement. J'ai tout fait pour remarcher. Et là, en fait, on me demandait de faire le chemin inverse quand on m'a expliqué que j'étais éligible à cette discipline, tu vois. Et moi, j'avais de l'incompréhension parce que je marchais, je pouvais arriver un peu à trottiner, mais bon, c'est pas non plus, tu vois. Et en fait, et là, on me dit, ouais, tu mets-toi dans le fauteuil, ça peut être génial et tout. Bon, je me dis, mais attendez, j'ai tout fait pour l'inverse, quoi, en fait, tu vois. Et puis après, on me dit, oui, mais regarde, tu peux découvrir des choses que t'as pas vécues. Et puis, il me parle des Jeux de Paris, tu vois. Donc, je pense que ça a été un peu un des éléments qui a vraiment enclenché le truc, parce que je me suis dit, si je me mets dans le fauteuil, c'est surtout pour performer, en fait, tu vois. Donc, et quoi de mieux que les Jeux pour apprendre plus vite cette discipline, parce que bon, la timeline elle est serrée, mais si tu veux, finalement, c'est pas plus mal, parce qu'en 3 ans, tu vois, j'ai fait un apprentissage un peu accéléré et ça m'a donné un objectif très très ambitieux, et du coup ça m'a fait apprendre la discipline bien plus vite. Donc c'est ça en fait qui m'a fait me mettre dans le fauteuil. J'ai découvert d'autres choses, hein, enfin, il y a d'autres domaines qui m'ont apporté énormément, comme j'ai pu te l'expliquer avant, mais c'est ça qui a fait que ça a déclenché mon envie de faire du tennis fauteuil, finalement, ouais. Et comment tu gères cette pression au quotidien? Comme tu as dit, la timeline était serrée à partir du moment où tu t'es dit, bon, je veux faire les Jeux paralympiques. Comment tu arrives à gérer cette pression? Comme je disais, Audrey Garnier, elle m'aide énormément là-dessus. En fait, t'as un temps incompressible d'apprentissage sur certaines choses. Enfin, tu peux pas aller plus vite que la musique sur certains domaines, certains fondamentaux. Certains joueurs m'ont expliqué, Nicolas Charrier me l'avait expliqué, un autre joueur tennis fauteuil. Si tu veux, à un moment donné, tu cherches à être le plus rapide possible, enfin le plus rapidement possible au top, mais voilà, tu as des histoires de pivots à comprendre, tu as des histoires de, tu vois, et là tu viens casser énormément d'apprentissage valide, en fait, tu vois, pour apprendre cette discipline-là. Donc cette pression, elle est vraiment liée à ton engagement, si tu veux. Et alors c'est dur parce que tu vois arriver la date très vite, et faut pas paniquer, faut garder la foi en ta programmation, garder la foi en tes compétences. C'est ça le plus dur, si tu veux, c'est de garder la tête froide, même si les résultats sont pas toujours, même si voilà, les résultats sont là, mais pas toujours à la hauteur de mes espoirs, tu vois. Mais faut garder ce recul toujours, hein, de te dire, attends, enfin, t'inquiète, ça va le faire. Faut rester, ouais, garder son sang-froid, ouais. On a beaucoup parlé de retard dans ce sport et de progrès à faire. Aujourd'hui, quelles évolutions tu as pu observer dans la connaissance du milieu paralympique en France? Et on en a un peu parlé. J'ai vu aussi que tu avais participé à la semaine paralympique. Oui. Est-ce que pour toi, c'est important de participer à ce genre de journée?
Et comment tu participes à la promotion du sport paralympique en plus de ta carrière? Bah écoute, déjà, elle se fait beaucoup, c'est par les temps qui courent, t'es quand même beaucoup exposé aux réseaux sociaux, donc c'est un outil vraiment qui te permet de communiquer là-dessus. Après, ça reste un outil et presque un métier que de savoir le faire, hein. C'est de la com, faut vraiment être bon là-dedans pour démultiplier un peu ta force d'exposition et ton nombre de followers. Donc bon, faut maîtriser tout ce qui est algorithme et tout ça. C'est pas encore un domaine dans lequel je suis très très à l'aise, mais voilà, ma com, elle est beaucoup basée là-dessus, si tu veux, sur LinkedIn et donc Instagram essentiellement, hein. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Et donc voilà, oui, je suis engagé parce que voilà, j'ai envie de libérer la parole là-dessus. J'ai envie de montrer que la différence et la singularité, elle est multiple, si tu veux. Il faut pas en avoir peur. Faut l'encourager. Faut montrer que ça peut enclencher des belles choses. Donc ouais, je vais même dans certains instituts un peu plus, tu vois, sur tout ce qui est éducation aussi. Voilà, là, je vais intervenir dans l'école de ma fille à partir de la semaine prochaine pour parler voilà, des valeurs olympiques, des jeux, tout ça, du handicap, de l'inclusion. Donc, je suis assez engagé. Ça me fait plaisir de le faire. Et si ça peut créer des vocations, c'est encore mieux, quoi. C'est clair. Bah, félicitations parce que tous les sportifs ne le font pas et bah, écoute, on partage un peu les mêmes valeurs, hein. C'est pour ça qu'on travaille sur ce projet de promouvoir le sport paralympique, que ce soit auprès de l'INSEP ou même en dehors. Donc ça, c'est top, ouais. Ouais, merci beaucoup hein, de me donner aussi cette parole, hein. Eh ben écoute, c'est super, Olivier. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, quelque chose sur lequel tu aimerais revenir? Bah, écoute, si tu veux, moi je pense que d'un point de vue médiatique, voilà, je vous remercie vraiment de mettre ce genre de podcast en place parce que ce qui fait connaître en fait la discipline, c'est la com qui est tout autour. Et quand les téléspectateurs, les spectateurs ne sont pas au courant qu'il y a de telles disciplines, finalement, ils sont pas amenés à les regarder, pas amenés à les supporter. Et donc, les initiatives comme les vôtres sont top hein, parce que ça permet justement de démocratiser un petit peu plus ces moments-là et donc d'amener sous le nez des spectateurs, des téléspectateurs, comme je disais, en fait, quelque chose de différent avec des histoires qui sont différentes et elles seront de toute façon différentes en fonction des handicaps de chacun. Donc, il y a quelque chose voilà, à continuer à développer là-dedans pour amener une économie qui permette encore de développer ces initiatives-là. Donc, ouais, merci beaucoup pour la parole qui m'est donnée aujourd'hui et puis pour ce moment-là. Bon, c'est vraiment à chaque fois très, très instructif et puis c'est plaisant de pouvoir parler de sa discipline et d'en faire la promotion. Ouais. Donc merci pour aujourd'hui. Oui. Bah, c'est avec plaisir. C'est nous qui te remercions, Olivier, d'avoir accepté de réaliser cet entretien. Et on te souhaite le meilleur pour la suite, pour ta saison, et on espère te voir aux Jeux paralympiques de Paris dans quelques temps cet été. Ouais, bah écoute, on croise les doigts et puis l'important c'est la finalité, elle est importante, mais le chemin l'est encore plus. Et comme j'ai pu le dire aujourd'hui, ou essayer de communiquer dessus, si tu veux, c'est d'arriver à trouver vraiment ce qui va faire te mouvoir au jour le jour. Et donc c'est pour ça que le chemin est vraiment très très intéressant et puis c'est formateur. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Olivier. À plus. Allez, à plus. Parapodcast est une production de l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP, animée par Lucas Bourgeois, introduction par Thomas Hubert. Merci à Margot Ollermans, référente et assistante sociale au sein de l'INSEP, et à Sylvain Bégaud pour le support technique.